à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Atari. Aujourd'hui, on parle de La Bête, le nouveau film de Bertrand Bonello. Je suis accompagné pour parler du film de Josué Morel. Bonjour. Bonjour Marin. On avait laissé Bonello avec deux films peut-être un peu plus petits après sa période assez faste du début des années 2010, donc Zombie Child, puis Coma qui était presque... qui était un film du confinement, quelque part. Et La Bête, de loin, renouerait, disons, avec une espèce de grande forme, en tout cas, qui pratiquait plutôt il y a une dizaine d'années que ces dernières années. Mais finalement, en voyant le film, c'est vrai que je me suis rendu compte que c'était totalement dans la continuité de Coma, c'est-à-dire un film qui m'avait pas du tout convaincu personnellement. La Bête m'intéresse beaucoup plus. Film qui était en plusieurs parties, mélangeait un petit peu les mondes, les formes aussi, avec une partie en animation par exemple, aussi les questions des interfaces numériques, voilà, beaucoup de choses qu'on retrouve dans La Bête, mais disons à un niveau peut-être plus riche dans tous les sens du terme. Qu'as-tu pensé de ce film, Josué ? Alors oui, je suis un peu comme toi, je pense que c'est le Bonello le plus intéressant depuis Saint-Laurent, même si j'ai beaucoup de réserves sur le film, et de manière générale sur l'esthétique de Bonello sur ces dernières années. Alors je suis tout à fait d'accord avec toi sur le prolongement avec Coma et surtout Zombie Child, mais d'une certaine manière on pourrait dire que de manière générale, depuis le début, le cinéma de Bonello recherche un peu une même chose, un même horizon, qui relèverait même de l'obsession, je ne dis pas du tout de manière péjorative, qui serait une obsession même un peu saine, qui peut être fructueuse, qui serait l'hybridité. Et je pense que l'hybridité, c'est quelque chose qui passionne vraiment Bonello et qu'on voit dans les films, entre guillemets, de la grande forme. Alors d'ailleurs, parler de grande forme est peut-être un peu délicat parce qu'il y a un film qui est un peu plus produit, qui est Saint-Laurent. Même quand on voit l'Apollonide, par exemple, il y avait aussi une incursion finale, contemporaine. Dans Saint-Laurent, il faisait jouer le personnage par deux acteurs différents. Donc il y a toujours quelque chose comme ça chez Bonello, stylistiquement, narrativement, au niveau des comédiens, qui recherchent une forme d'hybridité. Et là, peut-être à un niveau encore plus marqué, puisqu'on a Léa Seydoux qui joue alors le même personnage ou trois personnages qui sont un peu la réincarnation d'une même figure à travers trois époques, et qu'elle est confrontée à un acteur qui est non français, qui est Georges Mackay, qui a remplacé un peu Gaspard Ulliel, qui devait jouer originellement le film. Donc cette hybridité là, elle est peut-être encore plus renforcée, elle est encore plus saillante dans ce film-là. Ce qui est évident, et à la fois je pense qu'il faut le saluer et en même temps se questionner ce qu'il y a derrière, c'est que c'est un film très ambitieux, et c'est surtout un film très ambitieux narrativement, qui a un souffle romanesque assez fou, puisque le film entend raconter une histoire d'amour à travers trois époques et une espèce de malédiction rejouée de manière semi-cryptique. On reviendra là-dessus. Je suis pas sûr que le film soit si obscur ou nébuleux que ça. Et en même temps, il faut pas s'arrêter à cette ambition narrative, être débordé par cette espèce de souffle, et voir concrètement ce qu'essaye de faire Bonello. Et Bonello, à mon avis, essaye de travailler. Alors, c'est là que ça coince peut-être un peu, c'est comment il le fait, cette question de l'hybridité, c'est-à-dire que ça va passer notamment par la répétition de motifs, par exemple un diadème ou une tiare, je ne sais plus, un bijou que l'on retrouve à travers les époques. Ça passe par des présages entremêlés, puisque le personnage que joue Léa Seydoux, qui s'appelle Gabriel Lemonnier, si je ne me trompe pas, va consulter à différents moments de la vie de son âme des médiums qui, en fin de compte, vont faire des présages qui concernent plutôt ses vies futures. Donc il y a un entremêlement comme ça de motifs. Il y a aussi la question de la poupée, qui est un motif qu'on retrouve de manière omniprésente chez Bonello, puisqu'il y avait des poupées notamment dans Coma. Il y avait toute une partie qui rejouait une espèce de sitcom, enfin si on peut dire les choses ainsi, avec des poupées. Et là, il y a cette idée qu'à travers les âges, il y a une même poupée qui est la poupée Kelly, qui revient à la fois fabriquée à la belle époque, une espèce de poupée un peu plus inquiétante en 2014, et puis un robot un peu sexualisé d'ailleurs dans le futur. Et cette question, alors c'est intéressant parce que moi il y a une scène que je trouve, et d'ailleurs tu m'as dit quelque chose d'intéressant avant l'enregistrement de cette émission que tu vas pouvoir peut-être préciser. À un moment ça produit quelque chose que je trouve assez fascinant dans la deuxième partie,
qui est une partie, on y reviendra, qui est très inspirée par le cinéma de David Lynch, où le personnage de Gabrielle, qui est alors une actrice mannequin un peu perdue, qui garde une maison, qui est menacée par une figure d'incel un peu inquiétante, se retrouve confrontée à un espèce de cauchemar numérique sur son ordinateur. Et il me semble que à cet endroit-là, dans le format vraiment du cadre de l'ordinateur qui est submergé, de fenêtres pop-up, d'alertes antivirus, de sonneries dissonantes, de réutilisation aussi très étonnante de Trash Humpers d'Harmony Korine, avec des personnages complètement grimés, qui ont l'air maladifs, qui sont des espèces de zombies inquiétants. Là, il y a quelque chose qui relèverait vraiment d'une hybridité fructueuse, féconde, qui générait quelque chose à la fois de l'angoisse, du vertige. Bon, le souci, c'est que tout ça se greffe aussi avec, et ça on va en reparler, je pense, dans la suite de la conversation, à cette hybridité vise aussi à raconter quelque chose du contemporain, c'est-à-dire que Bonello entrelace le passé de la belle époque, le futur dystopique des intelligences artificielles dans un monde post-Covid des années 2040-44, je crois. Et un passé relativement proche que 2014. Et en fait, tout ça sert quand même à raconter quelque chose qui serait de l'époque, du contemporain, qui est, à mon avis, tient d'une approche et d'un discours qui est un peu non seulement technophobe, mais aussi conservateur. Et puis, il y aurait ce rapport à l'énigme, le mystère, la résistance de la signification. Et sur ça, voilà, on va peut-être en discuter aussi après. Le film est par moments un petit peu plus décevant, un peu plus dénué de ce mystère justement derrière lequel, à mon avis, il court durant 2h30. Oui, ce que j'ai oublié de préciser dans l'introduction, c'est que c'est c'est une adaptation d'une nouvelle d'Henry James, La Bête dans la jungle, qui a déjà été adaptée l'an dernier au cinéma par Patrick Chia, donc avec La Bête dans la jungle, mais dans le rôle avec Anaïs de Moustier à la place de Léa Seydoux quelque part, et une version assez différente de la nouvelle. C'est plutôt que deux adaptations, c'est plutôt deux variations en fait à partir de cette nouvelle qui raconte en gros l'histoire d'un amour impossible, mais pour des mauvaises raisons, c'est-à-dire que c'est simplement les personnages qui s'empêchent un peu de s'aimer. Et en fait, ce que va dans le cas des deux films, et pour s'intéresser plus à celui de Bonello, en fait, on va creuser un petit peu cet abîme pourquoi deux êtres ne peuvent pas se rencontrer et pourquoi ça va de toute façon se terminer de façon tragique. Et en fait, Bonello fait le choix, avec cette tripartition des époques, de montrer 3 fois une tragédie, donc des récits qui mènent inéluctablement vers la mort ou une séparation définitive, à un point presque métaphysique à la toute fin du film, dans le futur. Tu as parlé d'hybridité. C'est vrai qu'en fait c'est vraiment ce que travaille le film, je trouve, dans son mélange des époques, c'est-à-dire qu'il va un peu superposer des mondes différents. C'est-à-dire que c'est pas seulement des époques, c'est aussi des mondes et des films différents. Le format n'est pas toujours le même. On est par exemple au 4 tiers en 2044. Et puis même, voilà, le style de mise en scène n'est pas exactement le même, avec simplement voilà, un point central qui est Léa Seydoux, qui est de toutes les scènes, qui est ausculté voilà, comme une sorte de mystère insondable à travers les époques. Le film d'ailleurs est vraiment, je trouve, un film de gros plans. On n'arrête pas Bonello n'arrête pas de rapprocher sa caméra du visage de Léa Seydoux, ce qui produit à certains endroits des choses vraiment intéressante, je trouve, notamment un plan que je trouve assez beau dans la partie au futur où la caméra s'approche de Léa Seydoux alors qu'elle est dans une espèce de boîte comme ça, où elle passe une sorte d'entretien pour se purifier de ses émotions. On reparlera peut-être de ça. Et d'un coup, face à une image qu'on lui montre, elle se met à pleurer. Et en fait, on n'a pas le contre-champ, on ne sait pas pourquoi elle a pleuré. Et le film fonctionne beaucoup comme ça, par des espèces de rétention d'images ou de signification pour capter voilà, une sorte de mystère plus global. Et donc, à certains endroits, ça fonctionne. Tu as parlé de la scène de desktop, c'est vrai qu'elle est intéressante. Elle a été faite, j'ai vu ça au générique à emporter. Donc il y a un QR code à la fin du film pour emporter le générique avec soi quelque part. Peut-être que tu en parleras. La scène a été faite sous la supervision de Bonello, mais avec Gabrielle Stemer, qui est une jeune monteuse et réalisatrice qui avait fait justement un desktop movie très intéressant qui s'appelait Clean With Me, qui se passe intégralement sur un ordinateur. Exactement, voilà. Et là, effectivement, il y a quelque chose qui se produit dans l'hybridation. Mais moi, là où j'ai peut-être un problème avec le film, c'est que s'il fonctionne beaucoup effectivement par des répétitions,
de scènes, par exemple dans une boîte de nuit où 3 femmes vont refuser à Léa Seydoux de s'installer avec elle, et on va voir cette scène se répéter plusieurs fois, où tu as cité la tiare, les voyantes, les poupées, etc. Je trouve que justement il superpose beaucoup les mondes, mais il a du mal à les faire s'interposer. C'est-à-dire que c'est vraiment un jeu de montage du passage d'une époque à une autre, mais il n'y a pas du tout de, comment dire, de vertige, de mélange totalement vraiment troublant en fait. Finalement, les mondes sont assez séparés les uns des autres, et du coup, ça m'amène à parler justement de Lynch, qui est vraiment une espèce d'influence hyper importante dans ce film-là. À plein d'endroits, il y a presque des citations directes, comme en parle notamment Jean-Sébastien Massard dans le texte qu'il a consacré sur le film sur Criticat, avec le cri final de Léa Seydoux qui évoque le cri final de Cheryl Lee dans la saison 3 de Twin Peaks. Mais chez David Lynch, où il y a aussi souvent plusieurs mondes à l'intérieur du même film, ce qui est intéressant, c'est comment on glisse de l'un à l'autre, parfois sans s'en rendre compte. Et finalement, par exemple, Mulholland Drive, il suffit de comprendre à quel moment on passe d'un monde à l'autre pour ensuite avoir la lisibilité du film. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelque chose de totalement invisible. Or, ici, effectivement, c'est toujours visible quand on passe d'un monde à l'autre. Et là où le film m'a déçu, par exemple, c'est qu'il a une première scène que je trouve assez intéressante, qui se passe sur un fond vert, donc, qui est à l'époque de 2014, mais qui est une forme de flash forward, puisqu'en fait on va pas retourner à cette époque-là pendant. D'ailleurs, j'en avais Selon la coiffure de Léa Seydoux, ça indique que c'est cette période-là du film, c'est-à-dire la coupe au carré. On avait discuté justement avec. Mais c'est plus quelque chose de flou. Alors, on avait discuté avec Jean-Sébastien Massard. Moi, je pense que c'est Léa Seydoux et pas Gabriel dans la première scène. C'est-à-dire qu'en plus, on entend la voix de Bonello. C'est-à-dire que la voix du cinéaste qui la dirige est Bonello, et donc pour moi, c'est une espèce de séquence qui ne serait pas. Alors ensuite, il y a une autre scène en fond vert qui pourrait corroborer ton hypothèse, mais pour moi, on a justement d'abord l'actrice qui est en train d'être dirigée, qui est en train de répéter presque la scène matricielle de tout le film, et ensuite, on va voir son personnage de manière différente. Mais tu l'as dit, c'est une scène matricielle, donc, puisque ce serait le climax du film présenté, disons. Dans cette façon appauvrie sur un fond vert, voilà, de la bête qui est donc l'argument de la nouvelle d'Henry James, la bête tapie dans l'ombre qui d'un coup va surgir. Et ensuite, quand on verra cette scène actualisée dans le film, donc 2 heures plus tard, c'est vers la fin de la partie à Los Angeles, Bonello mélange, remontre des extraits de cette scène-là, comme pour nous le rappeler par le montage, c'est-à-dire qu'on voit Léa Seydoux sur fond vert, puis on voit Léa Seydoux dans le vrai décor, donc cette maison de Los Angeles. Mais ça m'a un peu déçu justement que ce soit mis en parallèle, et pas que d'un coup le fond vert se matérialise et qu'on passe de l'un à l'autre à l'intérieur de la même image. Ce que me semblait indiquer justement la compression de la fin de la première scène, c'est-à-dire voilà, une forme de glissement de l'image numérique, cette compression, cette espèce de glitch, donc à la Jacques Perconte, pour citer un cinéaste qu'on aime bien à Criticat. Voilà, j'avais l'impression qu'il y avait une promesse comme ça de glissement numérique n'investit pas totalement Bonello. Je me souviens, quand j'avais couvert Zombie Child à Cannes, qui passait à la quinzaine, j'avais titré mon titre L'expérience syncrétique, parce que pour moi ça relève justement d'une expérience, et avec le côté aussi un peu fructueux que ça peut avoir, c'est-à-dire que Bonello tente d'ajouter des éléments dans ce qu'on pourrait appeler une concoction, mais voire aussi des lasagnes, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de surcouche comme ça, de sens, de récit, d'interprétation qui peuvent être posées, avec cette idée que le tout va s'interpénétrer et produire quelque chose d'un peu vertigineux. Or, on voit toujours la logique d'assemblage, tu as tout à fait raison, et surtout, et c'est là à mon avis un des gros problèmes du film, c'est que y a trop peu de moments où en fait le film résiste justement, et qu'on est dans un vrai mystère, dans un vrai doute. Alors il y a un moment, on en discutait un petit peu d'ailleurs, qui est une scène qu'on pourrait trouver un peu gratuite, mais là où je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui est un peu intéressant, c'est la toute fin de la partie Los Angeles, où le montage bug. On dirait que voilà, il y a des plans qui se frisent, il y en a qui remontent en arrière, et même on a un plan qui nous laisse
presque un peu supposer que la scène se rejoue, se répète, se rembobine selon l'action d'un monteur que serait le pigeon et qui, par ses clignements d'yeux, serait en train de dicter un petit peu l'ordre et l'embranchement de voix que prendrait cette scène. Et là, il y a quelque chose qui résiste un peu, c'est-à-dire que cette scène, je ne peux pas lui donner une interprétation rationnelle, clé en main ou que sais-je. Alors que dans tout le reste du film, Bonello fait quelque chose qui, à mon avis, est une vraie erreur, mais qui participe de sa logique de superposition, d'hybridation, etc. C'est qu'il fait, il fait revenir des plans, mais de manière complètement explicative. C'est-à-dire que par exemple, il y a un plan assez réussi d'ailleurs, où Léa Seydoux, pendant plusieurs secondes, essaye d'incarner face au personnage joué par Georges Mackay, qui lui demande quelle est l'expression type d'une poupée, parce que à la Belle Époque, son mari possède une fabrique de poupées en porcelaine et en celluloïd, et donc elle essaye de mimer l'expression un peu neutre, vide de vie, que serait la poupée, et son visage se glace, se fige en direct, et il y a un moment un peu lourd plus tard dans la partie La Belle Époque où on voit les poupées se fabriquer et il y a un flash qui nous remontre ce visage de Léa Seydoux en train de se figer, et à mon avis ça culmine dans une scène mais qui est une erreur, mais vraiment un but contre son camp, quoi. C'est la scène post-générique. Alors déjà, bon, ce générique, j'ai un peu des choses à redire là-dessus, parce que c'est un geste qui déjà me paraît très daté, cette idée de la quintessence de la modernité qui est le QR code, mais en même temps, bon, c'est lié à l'imaginaire du Covid, mais donc ça raconte aussi quelque chose d'un petit peu, on serait passé dans un monde post-Covid où désormais le QR code serait un mode d'interaction entre les êtres, y compris là entre les films et le public. C'est une manière aussi involontaire, mais qui rejoint un petit peu quand même, on peut en parler, l'imaginaire un peu aristocratique de Bonello, c'est-à-dire que ça relègue quand même presque dans une annexe toutes les petites mains qui ont participé au film. Et ça me semble pas comment dire, déplacé comme commentaire politique de dire ça, puisque Bonello travaille comme quelque chose, il a toujours travaillé cette espèce d'image de l'hôtel particulier, de la maison close dans la Pauline, et là il y a quand même quelque chose qui est assez net, c'est-à-dire que le film met en scène, si on met bout à bout sa temporalité, une forme de déclassement, voire de décadence aristocratique, puisque dans la première partie qui est la Belle Époque, comprendre l'époque belle, puisque la nôtre est forcément une époque appauvrie, etc., on met en scène un personnage de pianiste connu, qui a du succès en entreprise. En 2014, on passe à une apprentie mannequin cinéaste de 30 ans qui est un peu en train de passer à côté de sa vie. Et puis dans le futur, dans les années 2040, le personnage de Gabrielle est en fin de compte une ouvrière, une useless people, comme on l'a dit, qui est mise sur le bas-côté à cause de l'intelligence artificielle. Donc en fait, il y a cette idée quand même qu'à travers les âges, les choses vont de moins en moins bien et qu'on va vers une espèce de déliquescence totale. Bon, qui est un imaginaire aussi, voilà, c'est-à-dire le moment un peu d'acmé du personnage est un moment qui est aristocratique. Puis surtout, moi, ce qui me gêne dans cette scène générique, c'est qu'on a une espèce d'impasse sur la mise en garde d'une voyante qui fait quelque chose de très lynchien, c'est-à-dire qu'elle donne des chiffres et elle dit 2, 4, 1 ou quelque chose comme ça, n'y va pas, n'y va pas. Et en fait, on comprend, si on a vu le film, très bien de quelle pièce elle parle. C'est le géant de la lodge dans Twin Peaks. Exactement. Et là, Bonello fait un truc qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire qu'il nous donne la clé de cette énigme. Il nous donne le plan qui est le plan de l'endroit où le personnage de Léa Seydoux va pour essayer de se purger de ses souvenirs. Et donc, en fin de compte, dès qu'il donne un semblant d'énigme, quelque chose de cryptique qui pourrait faire tourner l'imagination, qui pourrait susciter un peu un vertige, qui pourrait rendre le film vraiment labyrinthique et dédalique comme chez Lynch, en fait, il donne la réponse. Et il fait ça souvent. En fait, il inclut souvent des plans, des résurgences, des choses qui, quelque part, donnent la réponse. Et donc, il reste sur cette logique voilà, d'entremêlement de différents matériaux. Alors, on peut aussi citer les scènes qui rejouent des vidéos d'un incel, j'oublie son nom, Elliot Rodger, je crois, qui en 2014 a tué, il me semble, 6 personnes et blessé une dizaine dans une tuerie, là aussi, il me semble, en Californie. Et ce sont des vidéos qui sont rejouées, donc il y a quelque chose de l'ordre du reenactment, quelque chose de l'hybride, aussi une espèce d'âpreté de vidéos plus amatrices qui tranchent avec le face de la partie Belle Époque. Donc il y a cette logique d'hybridité là, mais j'ai l'impression que Bonello, son problème, c'est qu'il fait de l'hybridité pour de l'hybridité, et qu'il a un peu quand même la naïveté de croire qu'en entremêlant des espèces de matériaux très hétérogènes, ça va produire quelque chose d'extrêmement fertile. Alors, en même temps, ça marche narrativement, et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu vertigineux dans le cri final, même si même la scène, je trouve qu'elle est trop longue. C'est-à-dire que le cri de Léa Seydoux vertigineux, mais on la voit pleurer, baisser la tête, etc. Est-ce que ça n'aurait pas été beaucoup plus beau si, en fin de compte, il avait fait comme Lynch et qu'il avait coupé en plein cri, avec le cri qui résonne, tu vois. C'est-à-dire que même là, dans la temporalité du découpage, il fait un peu du Lynch en moins bien, et j'en arrive à mon ultime réserve, c'est qu'il y a quand même un espèce de paradoxe qui est extrêmement intéressant à part dans le film, et qui m'intrigue beaucoup, c'est que c'est un film sur la métempsychose,
c'est-à-dire sur l'idée d'une âme qui transite de corps en corps, qui est lui-même habité par l'âme d'un autre, à savoir Lynch. Et alors, il se fourvoie un petit peu, parce qu'il dit que Lynch, notamment en entretien, il ne fait pas des citations explicites, mais c'est vraiment la liberté que permet Lynch. Et ça, la liberté, c'est d'ailleurs un truc que le film placarde un peu. Il y a aussi un moment, un discours d'une voyante qui nous dit oui, mais c'est beau un risque, c'est beau, faut le protéger, faut le chérir, ou que sais-je. Et ça, c'est un peu l'idée de Bonello, c'est l'audace, la beauté du geste. On revient aussi un peu à l'idée qu'il y avait dans Lee Motors, cette idée de la beauté du geste que personne ne voit, mais on continue pour ça. Bref, d'imaginaire un peu, là encore, de l'audace, de la liberté qui se fait sur un tas de cendres, dans un monde complètement dévitalisé ou que sais-je, et on continuerait comme ça vaillamment. Bon, tout ça, ce fantasme-là, un petit peu d'auteur, m'intéresse beaucoup moins. Et même si je trouve que le film est plus fécond et un peu plus riche et a un peu plus de matière que les précédents qui étaient pour le coup vraiment désincarnés, et ça il faut le dire, c'est grâce à Elia Seydoux qui est vraiment génial et qui, à mon avis, trouve son meilleur rôle. Vraiment, je la trouve incroyable, et notamment dans la partie Los Angeles, dans cette partie qui se transforme en film d'horreur lynchien. Mais bon, le problème, c'est que le film à son meilleur est un peu un sous-film de David Lynch, et c'est quand même un problème et un obstacle que le film n'arrive pas à dépasser, en dépit de ses incursions et de sa soif d'image, de sa soif de récit. Il y a quand même quelque chose qui, à l'arrivée, ne prend pas complètement dans cette ambition-là. Là où je suis pas tout à fait d'accord, c'est qu'il y a un truc un peu cruel dans le film, c'est qu'effectivement, donc il y a cette abondance de références, donc principalement à Lynch, mais quelque part, quand on voit ce qui vient vraiment de Bonello, ce qui est vraiment unique à son regard, disons, c'est le futur, qui est à mon avis la partie la moins intéressante. Bah oui, oui, oui. Un imaginaire comme ça, un peu à la Black Mirror, ou ce que j'appelle la science-fiction de décorateur d'intérieur, un peu avec des jolis tapis et des boîtes carrées. Et voilà, un concept très métaphysique pour parler d'intelligence artificielle, de disparition des émotions, et quelque chose d'un peu linéaire et comme tu dis, un peu technophobe, mais surtout... il n'y a pas beaucoup de variations dans la dystopie, disons. Il n'y a pas beaucoup de troubles, notamment à partir de cette poupée qui semble rechercher des émotions, ce qui fait penser à Aïe de Spielberg, écrit Jean-Sébastien dans son texte, mais justement sans aller jusqu'au trouble vraiment de l'humanité chez le robot. Mais dans la partie, la partie à la Belle Époque, je trouve, est tenue, mais peut-être un peu plus plate à sa manière, jusqu'à la scène dans l'atelier de poupées que je trouve assez belle, mine de rien. Et c'est vrai que la poupée est vraiment quelque chose de très important chez Bonello, que ce soit les mannequins de Nocturama. Il y avait même une poupée dans La Polonide qui appartenait au personnage de Joséphine Trinca. Mais il le dit de manière un peu appuyée, comme c'est quoi la poupée? La poupée, c'est le cinéma, puisque ce qu'on nous montre justement dans la poupée, c'est la transition vers le celluloïde qui flambe, etc. Et donc c'est de la reproduction, etc. Et en même temps, c'est cette idée de la reproduction, de la singularité dans la reproduction qui intéresse aussi, j'ai l'impression, Bonello. Oui, et puis c'est comme pure figure esthétique, à la fois de terreur et d'enfance, d'inhumanité pour un personnage humain, ce qui était déjà au cœur de son court-métrage Cindy de Doll Is Mine dans les années 2000 avec Asia Argento, en hommage à la photographe Cindy Sherman, qui a beaucoup photographié aussi de manière un peu horrifique des poupées, mais qui était un court-métrage justement, petite parenthèse, qui était extrêmement silencieux, et là où ce film me semble extrêmement bavard, ce qui vient peut-être aussi de la nouvelle. Mais ce que je voulais dire, c'est que cette superposition crée aussi forcément chez le spectateur une hiérarchisation, et je dois dire que la partie à Los Angeles me semble quand même assez convaincante en général, et dépasse un petit peu quand même le postulat lynchien, c'est-à-dire que effectivement cette histoire de l'incel, ce reenactment dont tu parles, donc cette reprise des vidéos réelles d'un incel, me semble quand même venir de lui, et je trouve surtout que pour un cinéaste français qui a toujours été un peu américain dans sa cinéphilie, il capte quelque chose vraiment de la ville, c'est-à-dire que par exemple quand Léa Seydoux est seule dans une immense baraque de Beverly Hills ou autre, pleine de baies vitrées, en fait, il n'y a rien qui fait plus peur que d'être seul dans une maison comme ça, dans la ville de Charles Manson.
quelque part. Et je trouve qu'il capte vraiment cette angoisse-là, qui culmine effectivement avec ces images de vidéosurveillance et la scène de la porte, donc, que tu as évoqué tout à l'heure, où il y a comme un bug dans la matrice, et où elle essaye d'ouvrir la porte plusieurs fois, et où il y a le regard du pigeon qui arrive. Mais si je puis me permettre, je suis à la fois d'accord avec ce que tu dis avec un léger bémol, c'est que cette histoire de l'incel en fait est complètement lynchienne dans l'idée que chez Lynch, et d'ailleurs on en avait un peu parlé quand on avait présenté les premiers épisodes de la saison 3 de Twin Peaks en ciné-club, c'est qu'il y a quand même une espèce de nœud qui est hyper intéressant là-dessus, c'est la violence chez les femmes, sur les femmes chez Lynch. C'est que la femme est à la fois l'objet d'une fétichisation qui est extrême et accrue, et en même temps c'est presque le réceptacle d'une espèce de violence et de déchaînement de barbarie. Et ça, c'est quelque chose, je pense que Bonello, alors soit ils l'ont en commun, soit il s'inspire de Lynch sur la matière, mais il y a ce double rapport-là, c'est-à-dire qu'il y a évidemment un rapport de fétichisme, y compris dans l'Apollonide, c'était la même chose, c'est-à-dire cette espèce de déchaînement stylistique, etc. Et en même temps, on balafrait un visage. Il y a toujours eu ça chez lui, et cette espèce d'ambivalence, c'est-à-dire de sonder presque le fond caché ou le contre-champ noir de ce que serait la fétichisation, y compris chez Lynch notamment des années 50, puisque c'est un peu sa matrice esthétique, et ce que ça recouvre, c'est-à-dire Mulholland Drive est un film là-dessus, mais pas que. Blue Velvet aussi, c'est-à-dire une espèce de dévoration, quelque chose qui pourrait même aller jusqu'au meurtre, la violence, les coups, etc., le viol dans Twin Peaks, et qu'ils ont toujours essayé quelque part de sonder ça, c'est de pousser la fétichisation à son curseur presque maximal pour sonder sa part obscure, et ça pour le coup ça me semble complètement raccord entre les deux, voire même témoigne d'une influence assez importante de Lynch sur l'esthétique de Bonello. Ce que je voulais dire aussi sur cette partie, c'est que je vais peut-être terminer là-dessus, c'est aussi, elle m'intéresse cette histoire d'Incel aussi, c'est que je trouve que c'est le moment où Bonello parvient vraiment à parler du contemporain, ce qui est toujours un peu un problème chez lui quand on pense aux polémiques, aux polémiques critiques plutôt qui entouraient Nocturama et ce qu'il avait à dire du contemporain. Là, je trouve que, bon, il se trouve que c'est en 2014, l'année de Saint-Laurent d'ailleurs, que sur la partie à Los Angeles, il est assez précis quand même sur justement quelque chose de ce contemporain, là où par exemple le futur de l'intelligence artificielle ne me semble pas raconter grand-chose de notre époque, ou du Covid ou de que sais-je. Enfin, voilà, une dystopie, c'est quand même toujours plus intéressant quand on voit un futur auquel on peut tendre d'une certaine manière, enfin pas tendre, mais en tout cas qu'on peut croire possible. Là, j'avoue que j'ai du mal à m'intéresser vraiment à son postulat dystopique, mais oui, dans cette partie-là, même dans la musique en fait, par exemple quand elle va en boîte de nuit, Bonello est assez précis en général par la musique qu'il compose d'ailleurs lui-même, ces musiques qui sont souvent intéressantes. Quand elle va en boîte de nuit en 2014, on écoute, il me semble, O.J. Manco qui est à cette époque-là le roi de la trap music qui est en train d'exploser totalement aux États-Unis. Et là, il y a vraiment quelque chose où effectivement il est ancré dans son époque. Alors que quand il est dans le futur, par exemple, il y a ce principe des boîtes de nuit qui rejoue tout le temps le passé avec des années différentes. Moi, c'est une idée que je trouve amusante. Enfin, en tout cas, il ne s'est pas risqué à inventer une musique du futur. Et dans le passé, je trouve que les citations, Schoenberg, Madame Butterfly, ont plus ce côté peut-être un peu bon élève qui m'intéresse moins. Mais voilà, c'est ce que je voulais dire sur cette partie à Los Angeles, c'est que aussi, même si elle est en 2014, je trouve qu'elle parvient quand même à capter une certaine angoisse contemporaine, qui est toujours un sujet un peu complexe chez Bonello, ce qui marchait pas du tout pour moi dans Coma, par exemple, et qui fonctionne là, dans la partie à Los Angeles. En tout cas, merci Josué pour cette discussion. Merci aussi à Clément Colliot pour la réalisation de cette vidéo. Merci à Étienne Ciptière-Cano et merci au Ciné 104 de Pantin qui nous accueille pour ces vidéos. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode d'Atari.